Nous habitons une galaxie connue sous le nom de Voie lactée, qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Comment en sommes-nous arrivés là? Et quel est notre avenir? Ces préoccupations impliquent les galaxies à tous égards. L'univers connu contient 200 milliards de galaxies, chacune étant unique, immense et dynamique. D'où viennent les galaxies? Comment fonctionnent-elles? Quel est leur avenir? Et comment mourront-elles? Voici la Voie lactée, notre galaxie, âgée d'environ 12 milliards d'années. La galaxie est un vaste disque avec d'énormes bras spiraux et un noyau central. Elle n'est qu'une parmi d'innombrables galaxies dans l'univers. Les galaxies sont d'immenses assemblages d'étoiles. Avant tout, une galaxie typique pourrait contenir 100 milliards d'étoiles. Elles sont en réalité des nurseries stellaires, les lieux où les étoiles naissent et périssent. Les étoiles dans une galaxie se forment dans des nébuleuses, qui sont des concentrations de poussière et de gaz. Notre galaxie contient des milliards d'étoiles, dont beaucoup ont des planètes et des lunes en orbite autour d'elles. Mais pendant longtemps, nous savions très peu de choses sur les galaxies. Il y a un siècle, nous croyions que la Voie lactée était la seule galaxie dans l'univers. En 1924, l'astronome Edwin Hubble a tout changé. Hubble a observé l'univers avec le télescope le plus sophistiqué disponible à l'époque, le Hooker de 100 pouces sur le mont Wilson, près de Los Angeles. Très, très loin. Il a vu des masses lumineuses floues dans l'obscurité du ciel nocturne. Il a réalisé qu'elles n'étaient pas des étoiles séparées, mais des villes entières, remplies d'étoiles des constellations bien au-delà de la Voie lactée. Cette révélation a été un choc existentiel pour les astronomes. En un an seulement, nous sommes passés de la croyance que la Voie lactée était la seule galaxie à la découverte qu'il en existait des milliards. Hubble a fait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'astronomie lorsqu'il a compris que l'univers contenait un nombre immense de galaxies, pas seulement une. Voici la galaxie du tourbillon, qui comprend plus de 160 millions d'étoiles et est caractérisée par 2 énormes bras spiraux. De plus, les étoiles de la gigantesque galaxie elliptique M87 brillent d'une teinte dorée, car c'est l'une des plus anciennes galaxies du cosmos. Et voici la galaxie du Sombrero, dont le noyau lumineux massif est entouré d'un nuage de gaz et de poussière. Toutes les galaxies sont très belles. Elles représentent les blocs de construction fondamentaux du cosmos, alors qu'elles tournoient dans l'espace. Elles ressemblent à d'énormes roues à aubes. Les galaxies sont énormes à grande échelle. Sur Terre, nous mesurons les distances en kilomètres. Mais dans l'espace, les astronomes utilisent les années-lumière. C'est ainsi que l'on mesure la distance que la lumière peut parcourir en un an. Le diamètre de notre galaxie dépasse 100 000 années-lumière et nous sommes actuellement situés à 25 000 années-lumière de son centre. Cependant, dans l'ensemble, cela semble même être un petit point, alors que la Voie lactée semble énorme depuis la Terre. Lorsqu'on la compare à d'autres galaxies, elle est relativement petite. Andromède, la galaxie la plus proche de nous, mesure environ 200 000 années-lumière de large, ce qui en fait 2 fois la taille de la Voie lactée. M87 est la plus grande galaxie elliptique de notre voisinage cosmique et bien plus grande qu'Andromède. Mais M87 est minuscule
comparé à la géante IC 1101, qui mesure 6 millions d'années-lumière de diamètre, la plus grande galaxie jamais découverte. 60 fois la taille de la Voie lactée. Il est bien connu que les galaxies sont énormes et omniprésentes. Mais pourquoi en est-il ainsi? L'origine des galaxies reste un mystère majeur en astrophysique. Il y a environ 13,7 milliards d'années. L'univers a commencé par ce que nous appelons le Big Bang, une période de chaleur et de densité intense. Nous savons qu'il ne pouvait pas y avoir eu quelque chose comme une galaxie à cette époque. Donc les galaxies ont dû se former plus tard, émergeant de l'univers très primitif, pour que les étoiles et les galaxies se forment. La gravité est essentielle. Seulement 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles ont commencé à émerger. Et à mesure que la gravité faisait s'agglutiner les masses, les premières galaxies se sont formées. Grâce au télescope spatial Hubble, nous pouvons maintenant voir l'univers primitif au moment où les galaxies commençaient tout juste à se former. La lumière que nous voyons des galaxies lointaines aujourd'hui a en réalité quitté ces objets il y a des millions, voire des milliards d'années. Ce qui signifie que nous observons le passé lointain de ces galaxies. Le champ profond de Hubble révèle une collection de points flous, très différents des galaxies que nous voyons aujourd'hui. Ces attaches à peine visibles sont les galaxies les plus anciennes, formées environ 1 milliard d'années après le Big Bang. La portée de visibilité de Hubble, cependant, ne va que jusqu'à un certain point. Pour voyager plus loin dans le temps, nous avons besoin d'un autre type de télescope, un télescope trop grand pour être envoyé dans l'espace. Un tel télescope peut non seulement identifier les galaxies primordiales, mais aussi tracer leur évolution. Les scientifiques peuvent enfin commencer à répondre à la question « À quoi ressemblaient les jeunes galaxies ?» Les galaxies ont évolué de simples amas d'étoiles vers le réseau complexe de systèmes que nous voyons aujourd'hui. Autant que nous pouvons le dire, les plus grandes structures de l'univers actuel ont commencé sous forme d'amas d'étoiles, ont évolué en galaxies, puis en amas de galaxies, et finalement en superamas. Les premières galaxies étaient remplies de poussière d'étoiles, de gaz et de structures agglomérées, tandis que les galaxies modernes semblent plus organisées et ordonnées. Mais quand et comment ces amas d'étoiles chaotiques ont-ils évolué en spirales et roues à aubes ordonnées? La réponse réside dans la gravité. Les galaxies sont façonnées par la gravité, et ces effets déterminent leur destin. Au centre de la plupart des galaxies se trouve une source gravitationnelle inimaginablement forte, souvent un trou noir supermassif. Comment les galaxies ont-elles évolué vers leurs formes actuelles? Les galaxies spirales ont-elles toujours dû être des spirales? La réponse est presque certainement non. Les jeunes galaxies sont des mélanges chaotiques d'étoiles, de gaz et de poussière, comme la galaxie du tourbillon, au fil de milliards d'années. Elles évoluent en formation plus ordonnée. La Voie lactée n'est pas née d'une seule galaxie, mais d'un amas de plusieurs. Elle a commencé comme une collection d'objets disparates, de tailles et de formes variées, qui ont progressivement fusionné pour former la galaxie que nous voyons aujourd'hui. La gravité lie les composants ensemble, attirant les étoiles plus près avec le temps jusqu'à ce qu'elles s'aplatissent en un disque, avec de grands bras spiraux qui rassemblent la poussière d'étoiles et le gaz. Ce processus s'est répété d'innombrables fois dans le cosmos. Bien qu'elle soit visuellement distincte,
Les galaxies partagent une caractéristique commune. Elles semblent toutes orbiter autour d'un objet central. Pendant longtemps, les chercheurs se sont demandé ce qui pouvait influencer le comportement d'une galaxie. Et ils ont découvert la réponse, un trou noir. Mais pas n'importe quel trou noir, un trou noir supermassif. Le premier indice de l'existence des trous noirs supermassifs est venu de la détection de quantités extrêmes de radiation provenant des centres de certaines galaxies. Ces trous noirs dévorent leur environnement. Un peu comme un immense festin de Thanksgiving. Le gaz et les étoiles autour d'eux deviennent leur dîner. Parfois, ces trous noirs consomment si rapidement qu'ils éjectent de la matière dans l'espace sous forme de faisceaux d'énergie pure. Ces faisceaux sont appelés quasars, et la présence d'un quasar est un signe d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Mais qu'en est-il de la Voie lactée? Il n'y a pas de quasar ici-cela. Signifie-t-il qu'il n'y a pas de trou noir supermassif? Observer le mouvement des étoiles est la clé pour trouver le trou noir supermassif au cœur de notre Voie lactée. Tout comme les planètes gravitent autour du Soleil, les étoiles bougent sous l'effet de la gravité. Ce que nous avons trouvé au centre de notre galaxie est un environnement étrange et violent. Tout y est plus extrême. Et les choses bougent très rapidement. Les étoiles passent les unes à côté des autres à des vitesses incroyablement élevées, contrairement à tout autre endroit dans l'univers. Les photographies d'étoiles en orbite ont révélé quelque chose de remarquable. Elles devaient se déplacer à une vitesse d'1 million de miles par heure ou plus. Seul un trou noir gigantesque pourrait avoir assez d'énergie pour projeter des étoiles massives de cette manière. Cette courbure de l'espace a fourni une preuve concluante de l'existence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, dirigeant les orbites de ces étoiles. Un trou noir massif, large de 15 millions de miles, se trouve au centre de la Voie lactée. Y a-t-il un danger pour la Terre? Non. Nous ne courons absolument aucun danger d'être aspirés par notre trou noir supermassif, il est tout simplement trop loin. En réalité, la distance entre la Terre et le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée est de 25 000 années-lumière, ce qui représente des trillions de miles. Pour l'instant, la Terre est en sécurité. Bien que les trous noirs supermassifs génèrent d'énormes forces gravitationnelles, elles ne sont pas assez puissantes pour maintenir ensemble des galaxies entières. En fait, la physique dicte que les galaxies devraient s'éloigner les unes des autres à une vitesse accélérée. Alors, qu'est-ce qui les en empêche? Il y a quelque chose d'encore plus puissant qu'un gigantesque trou noir en jeu, la matière noire. La matière noire est invisible et difficile à détecter, mais elle est omniprésente. Les trous noirs supermassifs découverts par les astronomes se trouvent au centre des galaxies et expliquent le mouvement rapide des étoiles à proximité. Mais ils ne sont pas assez puissants pour maintenir toutes les étoiles d'une vaste galaxie ensemble. Alors, qu'est-ce qui maintient les galaxies ensemble? Cela restait un mystère, jusqu'à ce qu'un scientifique non conformiste, Fritz Zwicky, un astronome suisse, propose dans les années 1930 qu'une force inconnue soit à l'œuvre. Zwicky pensait que les galaxies ne produisaient pas assez de gravité pour éviter de se désintégrer. La force de gravité, telle que nous la comprenions, était insuffisante. Il a émis l'hypothèse de l'existence de quelque chose qui n'avait jamais été découvert, ni même envisagé auparavant. Et il l'a appelée matière noire. Zwicky avait des décennies d'avance sur son temps.
ce qui explique pourquoi il a eu des différends avec la communauté astronomique. L'idée de Zwicky était brillante, et il avait raison. Il est possible que des galaxies individuelles soient maintenues ensemble par cette substance mystérieuse qu'il a appelée matière noire. Les galaxies dépendent de la matière noire comme d'une sorte de cadre protecteur qui les empêche de s'effondrer ou de dériver. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que la matière noire fait plus que simplement maintenir les galaxies ensemble. Elle pourrait également avoir déclenché leur formation et leur évolution. Les scientifiques pensent qu'après le Big Bang, la matière noire a commencé à s'agglutiner et ces amas de matière noire ont évolué pour former les noyaux des galaxies. Cependant, la véritable nature de la matière noire reste un mystère pour les physiciens. Des phénomènes étranges se produisent avec la matière noire, car nous ne savons pas ce qu'elle est. Il est clair qu'elle n'est pas composée des mêmes substances que les humains. Vous ne pouvez pas la repousser et vous ne pouvez pas la sentir, mais elle est sale probablement partout. C'est une matière fantomatique qui passerait à travers vous comme si vous n'existiez pas du tout. Bien que notre compréhension de la matière noire soit limitée, elle semble être abondante à travers tout le cosmos. Il doit y avoir au moins 6 fois plus de matière noire que de matière ordinaire, celle dont sont faits les humains. Le fonctionnement du cosmos dépend de la matière noire. Les observations de ses effets sur la lumière ont récemment conduit à sa détection indirecte dans l'espace profond par un processus appelé l'antigravitationnel. La matière noire courbe la lumière grâce à sa force gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine voyage vers nous, elle est déviée autour d'un immense amas de matière noire, révélant ainsi sa présence. Aujourd'hui plus que jamais, l'importance de la matière noire dans le cosmos est indéniable. C'est elle qui forme les galaxies et les empêche de s'effondrer. Même si elle est invisible et indétectable, la matière noire règne essentiellement sur le cosmos. Bien que les galaxies puissent sembler isolées, séparées par des trillions de miles, elles existent en fait dans des groupes appelés amas, qui sont encore reliés entre eux, en superamas contenant des dizaines de milliers de galaxies. Notre Voie lactée appartient à un groupe plus petit, d'environ 30 galaxies. La Voie lactée et Andromède étant les plus grandes membres. De plus, les observations montrent que notre galaxie fait partie du superamas de la Vierge. Les chercheurs cartographient les amas et les superamas de galaxies pour mieux comprendre le cosmos, les galaxies. Ces immenses empires stellaires existent sous différentes formes, allant des sphères géantes aux spirales complexes, et elles évoluent constamment. Bien que notre galaxie semble ne pas avoir changé depuis des éons, la Voie lactée est une galaxie dynamique, évoluant sur des échelles de temps cosmiques. Les galaxies n'évoluent pas seulement, elles se déplacent aussi. Et parfois, elles entrent en collision. Lorsque des galaxies entrent en collision, elles fusionnent sur des millions d'années. Ce genre de collision est courant dans le cosmos. Et notre propre Voie lactée n'échappe pas à la règle. Nous sommes en route vers une collision avec la galaxie d'Andromède, ce qui signifie la fin de la Voie lactée. Dans environ 5 à 6 milliards d'années, à une vitesse de 250 000 miles par heure, la Voie lactée entrera en collision avec Andromède. À mesure qu'elles se rapprocheront, les galaxies deviendront de plus en plus perturbées, libérant des nuages de gaz et de poussière. Des étoiles seront arrachées de leurs orbites et projetées dans l'espace.
Cette collision cosmique conduira finalement à la fusion des deux galaxies, formant une nouvelle galaxie, Milkomeda, marquant la fin de la Voie lactée telle que nous la connaissons. Il n'y a pas moyen d'échapper au destin ultime de la Voie lactée. Qu'est-ce que cela signifiera pour la Terre lorsque les galaxies entreront en collision? La Terre pourrait être projetée dans l'immensité de l'espace ou se retrouver dans la structure de la nouvelle galaxie. Les étoiles et les planètes seront éjectées dans toutes les directions. Et cela pourrait marquer la fin de la planète Terre. Les collisions galactiques continueront à travers l'univers. Mais cette ère de cannibalisme galactique cédera finalement la place à une force encore plus destructrice dans l'univers, l'énergie noire. L'énergie noire, contrairement à la matière noire, pousse les galaxies à s'éloigner plutôt que de les rapprocher. C'est une force nouvellement découverte et bien plus mystérieuse que la matière noire. Nous ne savons pas de quoi elle est composée, pourquoi elle existe, ni comment elle fonctionne. Mais elle domine l'univers. L'énergie noire provoque l'éloignement des galaxies les unes des autres, comme si l'espace lui-même contenait de minuscules ressorts qui repoussaient tout. La fin de l'univers, dans un avenir lointain. Les scientifiques prédisent que l'énergie noire finira par dominer la matière noire dans le cosmos. Cela provoquera la dérive des galaxies. Et finalement, l'énergie noire accélérera l'expansion de l'univers, forçant les galaxies à s'éloigner tellement les unes des autres qu'elles disparaîtront de la vue, voyageant plus vite que la vitesse de la lumière. Le cosmos restant s'effacera progressivement sur des trillions d'années. Les galaxies seront laissées seules dans le vide. Cependant, cela n'arrivera pas avant un très long moment. Pour l'instant, le cosmos prospère et les galaxies créent des conditions favorables à l'existence de la vie. Sans les galaxies, ni vous ni moi ne serions ici, peut-être que la vie elle-même n'existerait pas. C'est une chance pour nous, car la seule raison pour laquelle la vie a évolué sur Terre, c'est que notre petit système solaire s'est formé dans la bonne région de la galaxie. Si nous étions plus proches du centre, nous ne serions pas là. La vie près du centre d'une galaxie pourrait être extrêmement dangereuse. En effet, la proximité de notre système solaire avec le cœur de la galaxie le rendrait si radioactif que la vie, sous n'importe quelle forme, serait impossible à soutenir. Mais être trop éloigné du centre serait tout aussi mauvais, car il n'y a pas autant d'étoiles là-bas, et nous pourrions ne pas exister du tout. D'une certaine manière, nous sommes dans la zone boucle d'or de la galaxie, ni trop près, ni trop loin, mais juste à la bonne distance. Il pourrait y avoir des millions d'étoiles dans la zone boucle d'or cosmique, où les conditions sont juste propices à la vie. De plus, si notre galaxie peut soutenir la vie, alors d'autres galaxies devraient pouvoir le faire aussi. Le cosmos est vaste, et la partie vraiment incroyable est que nous continuons à en apprendre de nouvelles choses. Chaque fois que nous pensons avoir résolu un problème, nous découvrons que ce n'est qu'une partie d'un mystère encore plus grand. C'est incroyable. Notre galaxie de la Voie lactée, ainsi que les galaxies au-delà, sont pleines de mystères et de questions sans réponse. Qui aurait pu prédire, il y a 20 ans, que nous découvririons le trou noir au centre de notre galaxie, ou que la communauté astronomique accepterait l'existence de la matière noire et de l'énergie noire? Nous devrions ressentir de l'admiration d'être vivants à ce moment particulier de l'histoire cosmique, sur cette planète particulière, dans cette galaxie particulière.
avec la capacité de poser des questions et de chercher des réponses à travers tout le cosmos. Les galaxies naissent, elles évoluent, elles entrent en collision et elles meurent. La Voie lactée a été un foyer chanceux pour la vie intelligente. Et notre destin est lié à celui de chaque galaxie. En fin de compte, notre sort est entre les mains des galaxies. Car ce sont elles qui nous ont créés et ont façonné notre identité. Autrefois, nous ne connaissions que les planètes qui orbitent autour de notre Soleil. Mais maintenant, nous avons appris l'existence de mondes rocheux et de gigantesques nuages de gaz qui gravitent autour d'autres étoiles. Ils ont une histoire incroyable à raconter. L'histoire primitive de ces planètes a dû être extrêmement violente. Les planètes se forment de la même manière partout, à partir de la poussière et des débris laissés après la naissance des étoiles. Si elles sont toutes formées de la même manière, qu'est-ce qui les rend si différentes? Il s'avère que l'univers est plein de galaxies, de nuages, de gaz, d'étoiles et de planètes. Dans notre système solaire, il y a 8 planètes. Mais maintenant nous savons qu'elles ne sont qu'une petite partie de la vaste famille de planètes dans le ciel. C'est un moment important dans l'histoire scientifique, car nous savons maintenant avec certitude que d'autres systèmes planétaires existent ailleurs, dans notre galaxie de la Voie lactée, qui contient 200 milliards d'étoiles. Il y a probablement des dizaines de planètes en orbite autour de nombreuses d'entre elles. En 2009, la NASA a lancé le télescope spatial Kepler pour une mission de 6 ans visant à découvrir de nouvelles planètes en orbite autour d'autres étoiles. Jusqu'à présent, il a trouvé plus de 400 planètes. Certaines sont des géantes gazeuses massives en rotation, 5 fois plus grandes que Jupiter, tandis que d'autres sont de grandes planètes rocheuses, plusieurs fois plus grandes que la Terre. Certaines planètes ont des orbites sauvages et irrégulières, passant si près de leurs étoiles qu'elles sont en train de brûler. Une chose est certaine, aucune planète ne ressemble à une autre. Chacune est unique. La plupart des nouveaux mondes découverts par Kepler sont éloignés et difficiles à étudier. Une grande partie de ce que nous savons sur le fonctionnement des planètes provient des 8 planètes de notre système solaire. Nos propres planètes appartiennent à 2 types principaux, 4 planètes rocheuses dans le système solaire interne: Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et 4 géantes gazeuses dans le système solaire externe: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Chacune des 8 planètes est très différente des autres. Lorsque notre système solaire est né, il y a 6 milliards d'années, elles ont commencé à développer leurs propres caractéristiques uniques à mesure que le Soleil s'est enflammé, libérant un immense nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Toutes les 8 planètes, y compris les planètes rocheuses proches du Soleil et les géantes gazeuses plus éloignées, se sont formées à partir de ce nuage de débris cosmiques. Bien que toutes les planètes de notre système solaire soient faites des mêmes matériaux, elles se sont développées dans des conditions très différentes. Certaines se sont formées près du Soleil, où il faisait beaucoup plus chaud, tandis que d'autres se sont formées plus loin, où il faisait beaucoup plus froid, étant donné que les conditions étaient si différentes et les planètes qui en ont résulté étaient également différentes. Au début du système solaire, il y avait un mélange relativement homogène de silicates, de vapeur d'eau, d'hydrogène, de méthane et d'autres éléments.
Ces éléments dans le nuage de poussière sont comme les ingrédients d'un gâteau. Ils cuisent différemment selon la façon dont les ingrédients sont mélangés et la température du four. Tout comme vous mélangeriez les ingrédients et feriez cuire le gâteau. Les planètes se sont formées à mesure que les matériaux se combinaient et changeaient sous des conditions variées dans l'espace. Globalement, une planète cuit de manière légèrement différente selon sa proximité avec le Soleil. Près du Soleil, où il fait chaud, les gaz sont brûlés et l'eau s'évapore, ne laissant derrière eux que des matériaux qui restent solides à des températures élevées, comme les métaux et les roches. C'est pourquoi seules les planètes rocheuses se forment près du Soleil. À mesure qu'une planète s'éloigne, elle cuit différemment. Le type de planète qui se forme dépend de la composition du nuage de poussière. Certains systèmes solaires peuvent ne pas avoir de planètes rocheuses parce qu'il n'y avait pas assez de matériaux pour créer quelque chose comme la Terre. Ces systèmes peuvent avoir davantage de géantes gazeuses. Si vous voulez des planètes rocheuses, il vous faut un nuage plein de métaux et de roches. La formation des planètes. À mesure que le nuage de poussière se refroidit, les matériaux ayant des points d'ébullition élevés commencent à se condenser en solide. Ces minuscules grains minéraux sont les prémices de nouveaux mondes rocheux. Avec le temps, les particules de poussière entrent en collision et s'agglutinent, formant des grains de plus en plus grands. Ce processus est appelé accrétion. Les petits grains de poussière deviennent des roches. Les roches se percutent pour former des blocs, et les blocs se percutent pour créer des blocs encore plus grands. Finalement, une planète en croissance devient suffisamment grande pour que son attraction gravitationnelle commence à attirer d'autres matériaux, au lieu de simplement entrer en collision avec eux pour grandir. Dans le jeune système solaire, il y avait probablement une centaine de jeunes planètes, mais la plupart n'ont pas survécu. L'astéroïde Vesta, par exemple, nous donne une bonne idée de la taille qu'une planète rocheuse doit avoir avant de pouvoir se comprimer en une forme sphérique. Vesta ne fait que 329 miles de diamètre, ce n'est pas assez grand pour être ronde. Une planète doit mesurer au moins 500 miles de diamètre pour avoir assez de gravité pour s'écraser en une sphère. Toute planète plus petite reste de forme irrégulière. Destruction et survie. Lorsque les jeunes planètes entrent en collision, l'impact génère de la chaleur, les faisant fondre. La gravité commence alors à trier les matériaux. Les éléments plus lourds comme les métaux s'enfoncent pour former un noyau dense, tandis que les matériaux plus légers flottent pour former une croûte. Finalement, les jeunes planètes commencent à ressembler à de vraies planètes, mais elles doivent encore survivre à une période de violence et de destruction, une époque brutale qui détermine quelles planètes survivront et lesquelles disparaîtront. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Notre Soleil était entouré d'environ 100 jeunes planètes dans une sorte de derby de démolition chaotique, où les planètes entraînent fréquemment en collision les unes avec les autres. La plupart ont été détruites. L'histoire ancienne de ces planètes a été marquée par une violence intense, avec des collisions qui se produisaient dans les dernières étapes de la croissance planétaire. Au fur et à mesure que ces impacts se produisaient, certains planétésimaux grandissaient en absorbant les autres, laissant un champ de débris derrière eux. Finalement, il ne restait que 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
Chacune de ces planètes rocheuses est unique en raison des événements de son passé. Mars est un désert glacé. La Terre a de lait liquide. Vénus est pleine de volcans. Et Mercure est petite, aride et extrêmement chaude. La croûte fine de Mercure et sa composition dense suggèrent qu'elle a peut-être été une planète plus grande qui a subi une collision massive, enlevant ses couches extérieures et ne laissant que son noyau dense. La Terre, elle aussi, a connu un impact géant à la fin de sa formation, qui a arraché une partie de son manteau. Les débris de cette collision se sont rassemblés en orbite autour de la Terre et ont finalement formé la Lune. La croûte de Mars est plus fine dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et une idée pour expliquer cela est qu'un impact a frappé l'hémisphère nord tôt dans l'histoire de la planète, éjectant une grande partie de sa croûte. Cette croûte a ensuite commencé à s'accumuler dans l'hémisphère sud. Ces collisions ont eu deux effets. Elles ont réduit le nombre de jeunes planètes encore en présence, et elles ont ajouté plus d'ingrédients aux survivantes. Si une planète entrait en collision avec quelque chose de riche en métaux, ces matériaux s'enfonçaient dans ce qui devenait le noyau. Mais si elle entrait en collision avec quelque chose de léger ou de glacé, ces matériaux avaient tendance à flotter et à devenir une partie de la croûte. Près du Soleil, 4 planètes rocheuses étaient presque entièrement formées. Elles avaient un noyau solide de fer chaud, entouré d'une couche de fer liquide et d'une enveloppe de roche en fusion, avec une croûte en surface, bien que ces planètes aient été formées à partir des mêmes matériaux de base. Chacune s'est révélée différente, avec des tailles et des destins très variés. L'espace peut sembler vide, mais il ne l'est pas. Il est rempli de particules expulsées par le Soleil. Le Soleil crée de puissants champs magnétiques qui s'élèvent en immenses boucles au-dessus de sa surface. Lorsque ces boucles entrent en collision, elles libèrent une tempête de particules extrêmement chaudes et chargées dans l'espace, connue sous le nom de vent solaire. Les astronautes peuvent même le ressentir dans l'espace, mais seulement lorsqu'ils ferment les yeux. Lorsque vous fermez les yeux, parfois vous voyez un petit éclair, causé par une particule énergétique traversant votre tête et interagissant avec le liquide dans vos yeux. Ces éclairs se produisent toutes les quelques minutes. Le vent solaire pourrait être mortel pour les astronautes s'ils y étaient exposés en grande quantité. Pendant le programme Apollo, une explosion solaire s'est produite entre 2 missions lunaires, qui aurait tué les astronautes s'ils avaient été dans l'espace à ce moment-là. La radiation dans l'espace est un sujet de préoccupation majeure. Mais ici sur Terre, nous sommes protégés du vent solaire par un champ magnétique invisible qui provient du noyau terrestre. Vous pouvez créer des champs magnétiques par le mouvement, en convertissant l'énergie cinétique en énergie magnétique. Et c'est exactement ce qui se passe au plus profond de la Terre. À mesure que la Terre tourne, le métal liquide chaud circule autour du noyau solide, générant un champ magnétique qui émerge des pôles. Ce champ empêche le vent solaire de pénétrer dans l'atmosphère de la planète. Si une planète possède un champ magnétique, il déviera le vent solaire, protégeant ainsi son atmosphère et tout ce qui se trouve à la surface. Occasionnellement, de grandes tempêtes solaires peuvent perturber le champ magnétique de la Terre, créant des spectacles lumineux éblouissants appelés aurores près des pôles. Mars. Sans champ magnétique, l'atmosphère et l'ego de la Terre
seraient pentes balayées par le vent solaire, laissant une planète morte et sèche comme Mars. Mars s'est formée de la même manière que la Terre, mais aujourd'hui, elle est froide, sèche et relativement inactive. Alors, pourquoi Mars et la Terre ont-elles tant changé au fil du temps? En 2004, la NASA a envoyé 2 rovers robotiques, Spirit et Opportunity, sur Mars pour explorer sa surface. Ils ont confirmé que Mars est un désert aride et dangereux, avec seulement environ 1% de l'atmosphère terrestre. Cependant, ils ont également trouvé des signes que de l'eau a autrefois existé sur Mars. Mars n'a pas toujours été un endroit aride et désolé. Il existe de solides preuves que de l'eau a autrefois existé sous la surface et remonté à la surface, puis s'est évaporée dans certaines régions. On peut même voir des ondulations dans le sable, formées lorsque l'eau le traverse. Ainsi, si Mars a un jour eu de l'eau, elle avait probablement aussi une atmosphère plus épaisse. Que s'est-il passé? Nous pouvons voir que Mars avait autrefois des volcans, ce qui suggère qu'elle possédait un intérieur chaud à un moment donné. Et puisque Mars a été formé à partir des mêmes matériaux que la Terre, elle aurait probablement eu un noyau de fer chaud entouré de métal liquide, générant probablement un champ magnétique comme celui de la Terre. La question est, où est passé le champ magnétique de Mars? Au début de l'histoire de Mars, elle avait probablement un champ magnétique puissant, créé de manière similaire à celui de la Terre. Mais Mars est plus petite que la Terre, ce qui signifie qu'elle perd sa chaleur plus rapidement. À mesure que Mars refroidissait, son noyau liquide s'est solidifié. Lorsque le noyau se fige complètement, la convection s'arrête et le champ magnétique disparaît. Sans bouclier magnétique, le vent solaire a dépouillé Mars de son atmosphère, provoquant l'évaporation de son eau et transformant la planète en l'endroit froid et désertique que nous voyons aujourd'hui. Les planètes extérieures, les planètes rocheuses Mars, la Terre, Vénus et Mercure se sont toutes formées à moins de 150 millions de miles du Soleil, mais à 4 fois cette distance. Le Soleil a créé un type de planète très différent, les géantes gazeuses. Ces planètes massives n'ont pas de surface solide. Jusqu'à présent, les astronomes ont découvert plus de 400 planètes dans des systèmes solaires lointains, et presque toutes sont des géantes gazeuses. Notre système solaire compte 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes ont des atmosphères denses et épaisses, remplies de hydrogène, d'hélium et de méthane. Pourquoi les planètes extérieures sont-elles faites de gaz, alors que les planètes intérieures sont rocheuses? C'est parce qu'il fait beaucoup plus froid à cette distance. À 500 millions de miles du Soleil, au début du système solaire, il y avait un peu de poussière, mais surtout du gaz et de l'eau gelée en grains de glace. Il faisait suffisamment froid pour que de la neige solide se forme là où les grandes planètes ont commencé à se former. Nous pensons que des flocons de neige glacés ont pu se coller pour former les noyaux des planètes géantes. Cela pourrait expliquer pourquoi ces planètes ont grandi si grandes. Il y avait tellement de glace et de gaz. Leurs noyaux sont devenus environ 10 fois plus grands que la Terre. Ces grands noyaux ont généré beaucoup de gravité, attirant le gaz autour d'eux et formant des atmosphères épaisses qui s'étendent sur des dizaines de milliers de miles de profondeur. Plus ils avaient de gravité, plus ils devenaient grands.
plus de poussière et de débris étaient attirés vers ces planètes. Et c'est ainsi que leurs lunes se sont formées. Jupiter et Saturne ont chacun plus de 60 lunes. Les planètes gazeuses ont une autre caractéristique unique, des anneaux. Saturne est célèbre pour ses magnifiques anneaux. Mais Jupiter, Uranus et Neptune ont également des anneaux. Bien qu'ils soient un peu faibles et difficiles à détecter, les 4 géantes gazeuses ont des anneaux. Mais ceux de Saturne sont les plus visibles. De loin, les anneaux de Saturne ressemblent à un seul disque plat. Mais en réalité, ils sont constitués de milliers de petits anneaux, chacun mesurant seulement quelques miles de large. Lorsque la sonde Cassini est passée, elle a découvert que des milliards de morceaux de glace et de débris spatiaux se déplaçaient à l'intérieur des anneaux à des vitesses allant jusqu'à 80 000 km/h. Ces particules de glace et de roche entrent fréquemment en collision. Certaines se transforment en petites lunes, tandis que d'autres se brisent, mais elles ne grandissent jamais, car l'immense gravité de Saturne les désagrège. Les scientifiques commencent à comprendre comment les anneaux se sont formés. Une théorie est qu'une comète a frappé l'une des lunes de Saturne, la faisant sortir de son orbite et se rapprocher de la planète. La gravité de Saturne a déchiré la Lune, et ses restes ont formé les anneaux qui entourent maintenant la planète. Les véritables mystères des géantes gazeuses se trouvent profondément en elles, à des dizaines de milliers de kilomètres sous les nuages. Là, des conditions extrêmes défiant les lois naturelles que nous connaissons. La plupart des nouvelles planètes que nous découvrons en orbite autour d'étoiles lointaines sont des géantes gazeuses si massives qu'elles font paraître Jupiter petite en comparaison. Mais personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur des géantes gazeuses, qu'elles se trouvent dans notre système solaire ou loin de nous. Nous savons que l'épaisse atmosphère de Jupiter s'étend sur 64 000 km de profondeur, avec des bandes de gaz qui créent de puissantes tempêtes à sa surface. Cependant, ce qui se passe profondément sous ces tempêtes reste inconnu. La NASA a envoyé la sonde Galileo en mission de 14 ans vers Jupiter pour en savoir plus. Le 7 décembre 1995, Galileo a envoyé une sonde dans l'atmosphère de Jupiter, entrant à une vitesse de 257 000 km/h. Alors qu'elle tombait dans l'air épais, des parachutes ont ralenti sa descente. La sonde a détecté des éclairs dans les nuages et des vents de 724 km/h pendant 58 minutes. La sonde a transmis des données à la Terre. Qu'est-il arrivé à la sonde Galileo? Elle n'a rien percuté. Elle a simplement continué à tomber dans l'atmosphère dense de Jupiter. Et la pression n'a cessé d'augmenter. La sonde a mesuré des pressions 23 fois supérieures à celles de la Terre et des températures dépassant de 150 degrés Celsius celles sur notre planète, dans la profonde atmosphère d'une géante gazeuse. On peut être écrasé par l'immense poids des matériaux au-dessus, même s'il n'y a pas de surface solide. La sonde n'est descendue que de 200 km avant d'être écrasée, mais elle a offert aux scientifiques un aperçu de l'intérieur de Jupiter. Cependant, le cœur sombre de la planète reste un mystère. Tout comme certaines planètes rocheuses, les géantes gazeuses possèdent également des champs magnétiques. Le champ magnétique de Jupiter est 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre et est si grand qu'il s'étend jusqu'à Saturne, à plus de 640 millions de kilomètres de distance, tout comme sur Terre. Le champ magnétique de Jupiter protège son atmosphère du vent solaire.
Le champ magnétique de Jupiter affecte aussi ces lunes, notamment Io, une lune volcanique qui orbite à seulement 350 000 km de la planète, chaque seconde. Les volcans d'Io éjectent une tonne de gaz et de poussière dans l'espace. Le champ magnétique de Jupiter amplifie ce phénomène, créant de puissantes ceintures de radiation et rendant la région autour de la planète extrêmement active. En fait, si vous pointez une antenne radio vers Jupiter, vous pouvez entendre l'interaction entre la planète et son champ magnétique. Jupiter et Saturne peuvent en produire des aurores sans le vent solaire, grâce à leur champ magnétique. Ces aurores montrent que les planètes gazeuses peuvent avoir des champs magnétiques. Mais comment ces champs se forment-ils sur Terre? Ils sont générés par du métal liquide chaud en rotation autour d'un noyau de fer solide. Mais les planètes gazeuses n'ont pas de noyau de fer solide. Elles se sont formées autour de noyaux gelés, de poussière et de glace. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ces planètes. Il est possible que Jupiter ait un noyau solide en son centre, ou qu'il soit encore liquide. Nous ne le saurons peut-être jamais. Aucune sonde ne pourrait voyager sur les 70 000 km jusqu'au centre de la planète pour enquêter. Galiléo a été détruite avant d'atteindre le noyau. La gravité et la chaleur façonnent l'évolution des planètes, de leurs noyaux internes à leurs atmosphères extérieures. Elles sont les principales forces de construction des planètes. Mais il y a un autre ingrédient qui joue un rôle crucial, l'eau. Les planètes peuvent sembler immuables, mais elles sont toujours en évolution. Une planète de notre système solaire a perdu son atmosphère et est devenue un désert. Une autre est devenue trop chaude et est devenue une planète infernale. La Terre a également changé, et c'est l'eau qui a tout changé. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on voit beaucoup d'eau après tout. Nous sommes la planète bleue. Cela doit signifier que la Terre est très humide. N'est-ce pas? À première vue, notre monde semble avoir beaucoup d'eau, puisque les 3/4 de sa surface sont couverts d'océans. Mais ce n'est pas vrai. Seulement 0,06% de la masse de la Terre est constituée d'eau. Une partie se trouve à la surface sous forme d'océan, et une autre est emprisonnée dans les minéraux de la planète. Mais la Terre est en réalité une roche relativement sèche. Toutes les planètes rocheuses internes se sont formées près du Soleil. Donc elles ont commencé sèches. Toute eau qu'elles auraient pu avoir s'est soit évaporée, soit a été emportée par les impacts. Les collisions massives qui ont formé la Terre étaient si énergiques que, s'il y avait eu de l'eau ici, elle se serait évaporée et aurait quitté la planète. L'eau sur Terre. Alors, d'où vient toute l'eau sur Terre? Elle est présente maintenant. Mais lorsque vous regardez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vous pouvez voir qu'ils contiennent beaucoup d'eau enfermée à l'intérieur d'eux. Encore plus spectaculaire, leurs lunes possèdent d'énormes quantités d'eau, au moins la moitié des lunes de Jupiter. Saturne, Uranus et Neptune contiennent beaucoup d'eau. Alors, comment une partie de cette eau a-t-elle fini par se retrouver sur Terre? La réponse est presque certainement que des astéroïdes et des comètes, suffisamment éloignés du Soleil pour conserver leur eau, l'ont apportée ici. Des millions de ces astéroïdes et comètes riches en eau ont pénétré dans le système solaire interne, et certains se sont écrasés sur Terre. Au fil du temps, la Terre
a acquis l'eau qui se trouvait autrefois dans ces astéroïdes. C'est l'eau qui recouvre aujourd'hui la majeure partie de la planète. Sans eau à la surface, la vie n'aurait pas été possible. Mais que se serait-il passé s'il y avait eu trop d'eau? Les océans seraient maintenant beaucoup plus profonds, recouvrant les continents et même le mont Everest. Il est probable que la quantité précise d'eau que possède la Terre soit ce qui nous a permis, Homo sapiens, d'évoluer en une espèce technologique. Il y a environ 4 milliards d'années, une pluie de comètes et d'astéroïdes a apporté juste la bonne quantité d'eau sur Terre, façonnant le monde que nous connaissons aujourd'hui. Il est possible que le même processus se produise en ce moment même quelque part ailleurs dans l'univers. Il y a beaucoup d'eau dans l'univers, cela ne fait aucun doute. L'hydrogène est l'atome le plus courant dans l'univers, et l'oxygène est l'un des suivants les plus communs. H2O est une molécule très courante, ce qui reflète la réalité de notre univers. Donc, l'eau est présente partout dans l'univers, et nous trouvons aussi des planètes. Mais nous n'avons pas encore trouvé une planète où l'eau est liquide. Plus de 400 nouvelles planètes ont été découvertes par des scientifiques, mais aucune d'entre elles ne ressemble à notre monde, ce que nous n'avons pas encore trouvé. C'est une planète autour d'une autre étoile qui est la même taille, masse et composition chimique que la Terre. Trouver une telle planète reste l'objectif ultime de l'humanité, découvrir un autre endroit qui nous rappelle notre chez-soi. Mais nous continuerons à chercher. Nous savons que notre galaxie seule compte environ 200 milliards d'étoiles, et jusqu'à 40 milliards d'entre elles pourraient avoir leur propre planète. Nous entrons dans ce qui sera appelé l'âge d'or de l'exploration planétaire. À l'avenir, nous commencerons vraiment à comprendre à quel point les choses sont différentes là-bas. Je crois que ce sera une période très excitante. Les lois de la physique et de la chimie nous disent comment se forment les planètes. Et de nombreux scientifiques pensent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que nous trouvions une autre planète comme la Terre, une qui s'est formée à partir des mêmes matériaux, au bon endroit, avec la bonne quantité d'eau. Une chose est sûre, des milliards de planètes attendent d'être découvertes. Notre système solaire est un environnement hostile. Les volcans sont destructeurs partout, des volcans de glace sur Encelade, la lune de Saturne, au vaste champ de lave sur Io, la lune de Jupiter, et même ici sur Terre. Il est vrai que nous ne serions pas ici s'il n'y avait pas eu de volcans. Ils influencent et modifient notre climat. Les volcans sont à la fois créateurs et destructeurs de la vie. Les engins spatiaux modernes et les observatoires ont découvert des volcans sur des planètes que nous croyions autrefois mortes. La découverte de volcans sur un objet plus petit que la Lune a été une grande surprise. S'il y a des volcans sur d'autres mondes, pourrait-il aussi y avoir de la vie? Les volcans sont parmi les phénomènes naturels les plus puissants sur Terre. Ils créent de nouvelles terres et détruisent les anciennes. Ils émettent des gaz qui modifient l'atmosphère que nous respirons dans nos océans profonds. La chaleur volcanique alimente des formes de vie nouvelles et étranges. Les volcans aident à soutenir la vie sur Terre. Et maintenant, nous recherchons des signes de vie sur d'autres planètes. Nous savons que la vie nécessite de l'eau, et nous comprenons qu'elle a besoin d'énergie. C'est là que les volcans interviennent, car ils génèrent d'énormes quantités d'énergie. Si nous trouvons des volcans sur d'autres planètes, nous pourrions découvrir la vie. La recherche commence avec notre voisine la plus proche, Vénus,
une planète qui ressemble beaucoup à la nôtre. Vénus. Vénus et la Terre ont des masses similaires. Il y a 3 milliards d'années. La Terre et Vénus étaient jointes très similaires, avec de nouvelles terres, de nouveaux océans et une atmosphère propice à la vie. Cependant, quelque chose a mal tourné sur Vénus. Son histoire a divergé drastiquement de celle de la Terre. Il y a longtemps, Vénus a pris un tournant décisif vers le côté obscur. Vénus est l'enfer, notre planète jumelle malveillante. Aujourd'hui, la surface de Vénus est comme un four, avec des températures atteignant 900 degrés, assez chaudes pour faire fondre certains métaux. Il n'y a aucune chance de survie. Vénus est un monde de serre. Son atmosphère contenant une forte concentration de dioxyde de carbone, qui piège la chaleur solaire comme une couverture. Les images réelles de la surface de Vénus révèlent un paysage stérile et brûlé, détruit par son épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone a été produit par des volcans. Les engins spatiaux en orbite ont fourni les premiers indices. Le radar a pénétré les épais nuages de Vénus et a révélé des formations volcaniques partout sur la planète. Ces formations ressemblent aux volcans boucliers SOA de la Terre, qui sont ronds et plats. Les volcans boucliers tirent leur nom de leur forme, car ils laissent lentement s'écouler de la lave pendant des milliers d'années. Lorsque nous avons pu cartographier toute la surface de Vénus à l'aide d'un radar capable de pénétrer les nuages, nous avons commencé à étudier ces formes de terrain et avons découvert de nombreuses similitudes avec la Terre. En particulier, nous avons observé d'énormes volcans boucliers qui ressemblaient à ceux d'Hawaï. Les images radar des volcans de Vénus étaient identiques à celles des volcans boucliers d'Hawaï. Dans le passé, Vénus abritait des volcans. Lorsque nous avons vu des images de Vénus pour la première fois, nous avons découvert une surface volcanique couverte de cratères. Dioxyde de carbone. Il y a au moins 1000 grands volcans sur Vénus et possiblement des dizaines ou des centaines de milliers de plus petits. Des plaines de lave couvrent 3/4 de la surface de Vénus. Preuve d'une ancienne catastrophe. Vénus aurait pu être autrefois un foyer pour la vie. Mais au lieu de cela, elle a été consumée par les flammes. Les volcans de Vénus ont libéré des trillions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète, provoquant une montée en flèche de la température et l'évaporation des océans. Sur Terre, le dioxyde de carbone peut être absorbé par les roches et les océans. Mais sur Vénus, il n'y a pas d'eau, et les températures sont si élevées que le dioxyde de carbone ne peut pas se combiner avec les minéraux. Les volcans ont expulsé du dioxyde de carbone dans l'atmosphère il y a des éons, et avec le temps, de moins en moins de moyens existaient pour l'éliminer. Les volcans ont effectivement stérilisé toute la planète. Si Vénus a un jour soutenu la vie, elle est depuis longtemps disparue. La Terre est la seule planète connue avec de la vie. Mais cela pourrait changer. Un autre candidat potentiel est le géant gazeux Jupiter, dont les lunes sont considérées comme gelées et sans vie. Cependant, un mystère surgit alors qu'un nuage plane au-dessus d'un monde froid et stérile. À un examen plus approfondi, il a été constaté que les volcans sur Vénus avaient transformé une planète similaire à la Terre en un enfer hyperchauffé. Des volcans sur une planète similaire à la Terre n'était pas surprenant, mais la découverte de volcans sur la Lune était étonnante. En mars 1969,
La sonde Voyager 1 nous a fourni notre premier aperçu rapproché de la petite lune de Jupiter, Io, que nous croyions autrefois gelée et sans vie. Au cours de cette observation, un arc est apparu à côté de la lune, presque comme s'il y avait une seconde lune derrière elle. Nous nous sommes demandé ce que cela pouvait être, car tout le monde croyait qu'Io était sans vie, terne et insignifiante, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il s'agissait d'une éruption volcanique. Nous avons découvert que toute la région est couverte de volcans et géologiquement très active. Il y a des éruptions volcaniques continues, et le matériau éjecté est principalement du soufre, qui chauffe et change de couleur à mesure que sa température varie. Selon la température, le soufre peut apparaître rouge, orange, jaune ou même noir. De ce fait, les images de la surface d'Io ressemblent à une pizza, parsemée de fromage et d'olives, où les petites taches noires représentent l'activité volcanique. Contrairement aux croyances antérieures, Io n'est pas morte, elle est vivante et en constante évolution, avec plus de 400 volcans actifs. Le plus grand, Pele, entre en éruption à partir d'un immense lac de lave qui s'étend presque à 400 km dans l'espace. Si nous pouvions nous tenir au bord de ce lac, la vue du panache s'élevant dans l'espace serait incroyable. Ces éruptions sont si massives parce que Io est si petite, avec peu de gravité et aucune atmosphère pour retenir la lave. Ces énormes éruptions font paraître les volcans terrestres comme de simples feux d'artifice en comparaison. Comment une si petite lune peut-elle être si volcaniquement active? La réponse réside dans Jupiter. De la même manière que la lune de la Terre crée des marées dans nos océans, Jupiter provoque des marées rocheuses sur Io. L'orbite d'Io autour de Jupiter n'est pas circulaire. Elle essaie parfois plus proche, parfois plus éloignée. L'attraction gravitationnelle de Jupiter gare et comprime Io pendant chaque orbite de 2 jours, provoquant une élévation et une baisse du sol de près de 300 pieds. Cette distorsion constante génère chaleur et pression, entraînant des éruptions de lave à travers des points faibles de la croûte. En conséquence, le volcanisme d'Io est mondial. Contrairement à la Terre, où l'activité volcanique est localisée le long des plaques tectoniques, sur Io, l'ensemble de la Lune est un point chaud volcanique, ce qui en fait le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Grâce à l'immense puissance de la gravité, l'activité volcanique sur Io nous a appris quelque chose de nouveau. Les sources d'énergie internes peuvent entraîner le volcanisme d'une manière différente de celle de la Terre. Io est un monde de lave, intensément chaud et violent, rendant difficile d'imaginer la vie y survivre. Bien que nous ayons observé des éruptions volcaniques sur de nombreuses planètes et lunes, jusqu'à présent, la Terre est le seul monde où le volcanisme est lié à la vie, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Voici Europe, une autre lune de Jupiter, orbitant à près de 500 millions de miles du Soleil. Europe est une sphère de glace de 2000 miles de large. De loin, sa surface semble polie, mais de près, c'est différent. Europe est battue par la gravité de Jupiter, tout comme Io, provoquant l'élévation, la flexion et la formation de crêtes et de profondes fissures à la surface. Lorsque nous avons d'abord obtenu des images rapprochées d'Europe, sa surface semblait familière, ressemblant à des banquises arctiques sur Terre, et il s'avère qu'elles sont assez similaires. Sous la croûte glacée de plusieurs miles d'épaisseur d'Europe se trouve un océan liquide global,
Des mesures magnétiques indiquent que cet océan a une profondeur incroyable de 60 miles. L'attraction gravitationnelle de Jupiter chauffe l'intérieur rocheux, faisant fondre la glace au-dessus, à mesure que le noyau est étiré et chauffé par les forces de marée. Il n'est pas farfelu de croire qu'il existe une frontière entre le noyau chaud et l'océan d'eau liquide. Sur Terre, les éruptions volcaniques sous-marines foisonnent de vie. Il en va probablement de même pour Europe. Ou dans l'obscurité, sous une pression immense, jusqu'à 2000 atmosphères terrestres. C'est un environnement rude, mais peut-être un berceau pour la vie. Si la vie existe dans des conditions extrêmes sur Terre, pourquoi pas sur Europe? Il existe des sources d'énergie comme l'activité volcanique, un solvant universel dans l'eau liquide et une chimie complexe des hydrocarbures, tous des ingrédients essentiels pour la vie. Bien que la vie serait difficile, elle ne serait pas impossible sur Europe. La vie prospère dans chaque environnement extrême sur Terre, de la chaleur intense à la pression écrasante et à l'obscurité totale. La vie sur Europe pourrait ressembler à la vie sur Terre de manière inattendue. Si la vie existe sous la surface glacée d'Europe, elle serait probablement aquatique mais sans yeux, car il n'y a pas de lumière. Ces organismes pourraient vivre de l'énergie provenant de l'activité volcanique et compter sur le sonar pour naviguer dans leur environnement. Les volcans sur Europe pourraient être le berceau d'une nouvelle vie. Il est même possible qu'Europe soit typique des mondes porteurs de vie et que la Terre puisse être l'exception. Europe pourrait servir de modèle pour des milliards de lunes à travers l'univers avec des océans liquides. Cela élargit soudainement nos horizons de plusieurs milliards de fois en examinant les lunes de Jupiter. Nous voyons que notre système solaire à lui seul abrite plus de 170 lunes. Multipliez cela par le nombre de lunes dans l'univers, et les habitats potentiels pour la vie deviennent immenses et les ingrédients essentiels pour la vie, l'eau liquide et une source d'énergie peuvent être fournis par des volcans qui se trouvent à travers l'univers. Cela nous amène à Saturne, qui est 2 fois plus éloigné du Soleil que Jupiter, et qui a pourtant aussi des lunes volcaniques susceptibles de soutenir la vie. Et Saturne est l'une des planètes les plus inhabituelles de notre système solaire, avec un système d'anneaux de 600 000 miles de large et un incroyable total de 62 lunes. L'une de ces lunes cache un secret Encelade. Encelade était l'une des lunes les plus petites et les plus éloignées de Saturne, et il est depuis longtemps connu qu'elle est recouverte de glace en raison de sa surface brillante et réfléchissante. Cependant, lorsque la sonde Cassini a visité Saturne, elle a fait une découverte remarquable non pas sur la planète elle-même, mais sur Encelade. Cassini a révélé un immense panache éruptant d'Encelade, éclairé par le Soleil, offrant des preuves concluantes d'activité volcanique. Les capteurs de Cassini se sont concentrés sur le pôle sud de la Lune et ont capturé d'énormes cratères marquant sa surface. Au pôle sud d'Encelade, il y a d'énormes fissures qui s'ouvrent et se ferment à mesure que la Lune orbite autour de Saturne, en raison des forces de marée. Ces fissures mesurent à des centaines de kilomètres de long, et lorsqu'elles s'ouvrent, une crevasse massive se déplace à environ 100 miles par heure le long de sa longueur. C'est un spectacle impressionnant. Les forces gravitationnelles qui tirent la surface provoquent la chaleur nécessaire pour faire fondre la glace, formant des océans sous la surface. L'eau sous la surface d'Encelade est idéale pour la vie. Elle se trouve à la température parfaite.
et les eaux liquides seraient semblables à celles des mers sur Terre. La chimie de l'eau observée dans les panaches éruptant des fissures suggère qu'elle contient du sel et de la matière organique. Nous avons identifié un endroit dans le système solaire où il y a une forte probabilité que la vie existe en ce moment. Cassini a détecté des molécules de carbone complexes dans les particules de glace éjectées d'Encelade et en combinaison avec de l'eau liquide. Cela suggère que la vie pourrait exister profondément à l'intérieur de cette lune mystérieuse. Encelade pourrait ne pas être la seule lune de Saturne à abriter la vie. Titan, une autre lune de Saturne, pourrait également détenir la clé de la vie. Titan est l'une des plus grandes lunes de notre système solaire et la seule avec une atmosphère épaisse. C'est un monde gelé où la glace est aussi dure que la roche et où les lacs sont remplis de méthane liquide. Malgré ces conditions rigoureuses, il pourrait également y avoir des preuves de volcans sur Titan, laissant entrevoir la possibilité d'une vie extraterrestre. Les volcans font partie des forces les plus destructrices de l'univers, comme en témoignent les éruptions enflammées sur Io et les explosions de glace et d'azote sur Triton, même sur la mystérieuse lune de Saturne. Titan, la destruction pourrait ouvrir la voie à la vie. Titan, avec un diamètre de 3000 miles, est plus grand que Mercure et possède l'atmosphère la plus épaisse de toutes les lunes de notre système solaire. Elle connaît des conditions météorologiques, y compris des cyclones, des vents, des pluies et même des lacs. Cependant, la température est si basse que le méthane liquide remplace l'eau, et elle est remplie de composés essentiels à la vie. Titan s'est avéré être l'un des endroits les plus fascinants du système solaire. C'est un monde actif, la seule lune avec une atmosphère dense, semblable à celle de la Terre en raison de la présence d'azote. Dans la haute atmosphère de Titan, le gaz méthane réagit avec la lumière du Soleil pour produire des composés organiques nécessaires à la vie. Mais si la lumière du Soleil transforme constamment le méthane en composé organique, pourquoi le méthane n'a-t-il pas disparu? Le méthane est abondant dans l'atmosphère, mais nous savons qu'il est rapidement décomposé par la lumière du Soleil. Donc, il ne devrait pas y être. Il doit y avoir une source de méthane. Quelque chose sur Titan émet du méthane en continu. Cassini a détecté ce qui semble être un cratère, et des caméras infrarouges révèlent qu'il est entouré de divers types de matériaux. Les scientifiques pensent que les zones vertes pourraient être des plaines volcaniques, possiblement créées par de la lave éjectée de l'intérieur de Titan. Sur Titan, les liquides bouillants émis par les volcans pourraient en être de l'ammoniac ou de l'eau. Le méthane et l'éthane sont également expulsés par les volcans de Titan, contribuant probablement à l'épaisse couverture nuageuse et à l'atmosphère orange de la Lune. Cette atmosphère provient probablement des gaz émis par les volcans de Titan. Même sur un corps rigide comme Titan, les volcans nécessitent de la chaleur. Et sur Titan, il existe deux principales sources de chaleur. Les substances radioactives réchauffent à l'intérieur, et la gravité immense de Saturne tire sur la Lune. De manière similaire à Encelade, ces deux forces génèrent suffisamment de chaleur pour transformer la glace en eau et le méthane liquide en gaz. Ces volcans sur Titan pourraient-ils fournir les conditions nécessaires à l'existence de la vie? Les réactions chimiques nécessaires à la vie, telle que nous la connaissons, ont besoin d'une atmosphère, d'une surface solide, d'eau liquide et de chaleur. Les volcans pourraient offrir tout cela sur Titan. Si la vie existe sur Titan,
Elle serait véritablement étrangère. Elle respirerait de l'hydrogène au lieu de l'oxygène et pourrait nager à travers des réservoirs de méthane à des températures de 300 degrés en dessous de zéro. Il pourrait même y avoir des océans d'éthane et possiblement des bassins de marée, ainsi que des activités volcaniques et hydrothermales. La chaleur volcanique pourrait produire suffisamment d'énergie pour soutenir la vie sur Titan. Bien que cela soit spéculatif, cela ne peut pas être exclu. Cependant, nous n'avons peut-être pas besoin de voyager aussi loin pour trouver des signes de vie. Nous pourrions découvrir la vie sur Mars, une planète riche en volcanisme et beaucoup plus proche de chez nous. Les volcans sont communs dans tout le système solaire, sur des planètes comme Io, Titan et Triton. Ils sont volatiles et violents. Nous croyions autrefois que la Terre était la seule planète à avoir à la fois des volcans et de la vie. Mais maintenant, nous trouvons des volcans partout. Pourtant, la vie extraterrestre n'a pas encore été découverte. Les volcans illustrent la puissance pure de la création et de la destruction, qui sont toutes deux entrelacées. Il est littéralement vrai que sans volcans, nous n'existerions pas. Les chaudrons volcaniques sont les lieux de naissance de la vie. Les volcans façonnent de nouveaux paysages, fertilisent l'atmosphère avec des produits chimiques complexes et remplacent l'ancien par le nouveau. Si les volcans sont liés au processus de la vie, alors où est ça? La vie sur d'autres planètes? Peut-être que la clé de cette question réside dans les temps anciens. Lorsque le système solaire était jeune sur une planète semblable à la nôtre. Cette planète est Mars. Il y a 3 milliards d'années, Mars était volcaniquement actif et le plus grand volcan du système solaire se dresse encore aujourd'hui. Les falaises menant à lui mesurent plus de 6 miles de haut, écrasant même le mont Everest. C'est le redoutable Olympus Mons, couvrant une superficie de la taille de l'Arizona. Son cratère seul fait 53 miles de large. Une structure de cette taille prend des millions d'années à se former. Une période que les volcans de la Terre ne connaissent jamais. La croûte terrestre se déplace constamment en raison de l'activité tectonique. Au plus profond de la Terre, un point chaud stationnaire force le magma à remonter à la surface, créant une nouvelle île volcanique à mesure que la surface se déplace. La nouvelle île s'éloigne du point chaud et est remplacée par une autre. Mars est différente. La croûte de Mars est verrouillée et solide, sans activité tectonique. La croûte est une grande plaque solide. Donc, s'il y a un point chaud, il reste juste là et construit, construisant et construisant encore, créant des volcans de plus en plus grands. C'est pourquoi Olympus Mons est si énorme aujourd'hui. Olympus Mons est un vestige glacé d'une époque ancienne et plus chaude. Olympus, un volcan éteint sur une planète en déclin, est maintenant un véritable colosse en raison de l'atmosphère réduite de Mars. Cependant, le terrain volcanique ancien de Mars pourrait un jour soutenir la vie. Les preuves sont facilement disponibles sur Terre. Les volcans d'Hawaï ont formé des tunnels énigmatiques connus sous le nom de tubes de lave, qui sont créés lorsque des rivières de roches fondues se précipitent dans l'océan. Les tubes de lave se forment lorsqu'il y a une rivière souterraine de lave basaltique, de magma et de roches fondues à 2000 degrés Fahrenheit. Imaginez-le comme une rivière glacée avec une croûte de glace se formant à la surface, sauf que, dans ce cas, la croûte est de la roche solide et la rivière continue de couler en dessous,
créant une grotte ou un conduit de lave. Des images récentes suggèrent que les volcans de Mars ont peut-être également créé des tubes de lave. Toute planète rocheuse avec un volcanisme basaltique contiendra probablement des pipelines de lave, après possiblement des millions d'années d'inactivité. Ces tunnels de lave pourraient raviver la vie sur la planète rouge. Cette vie pourrait être la nôtre. Le rayonnement est l'un des défis auxquels les futurs humains seront confrontés lorsqu'ils tenteront de vivre sur Mars. En particulier, pendant les tempêtes solaires, les rayons cosmiques entrants peuvent être mortels. Les tunnels et les cavernes des volcans éteints de Mars pourraient un jour servir d'abris idéaux, retenant l'air et nous protégeant des radiations nocives. Un volcan longtemps éteint pourrait aider à remplir un monde de nouvelles lumières. Les volcans sont capables à la fois de destruction et de création. Lors d'une nuit au début de septembre 1859, les gens à travers toute l'Amérique pouvaient voir l'aurore. Elle était rouge sang et si lumineuse que les mineurs dans les Rocheuses, émergeant de leurs tunnels, pensaient que le soleil se levait. Il faisait si clair qu'à minuit, on pouvait même lire un journal à sa lumière. Ce phénomène a été observé dans le monde entier. Personne ne savait pourquoi cela s'était produit, mais plus tôt dans la journée, un astronome avait observé quelque chose à la surface du Soleil qu'il a décrit comme une éruption de lumière blanche. À l'époque, l'éruption et l'aurore semblaient sans rapport. Mais nous savons maintenant que l'incroyable aurore a été causée par cette éruption, qui était une éjection de masse coronale. Si un événement aussi violent devait se reproduire, il pourrait détruire notre monde technologique moderne. Le Soleil est l'objet le plus familier dans le ciel. Il fournit à toute vie sur Terre chaleur et lumière. Il est si massif qu'il est si difficile de l'imaginer, représentant 99% de la masse du système solaire. Cette sphère presque parfaite a un diamètre de 4 millions de kilomètres et brûle de l'hydrogène et de l'hélium depuis les 5 milliards d'années passées. Pourtant, d'un point de vue astronomique, ce n'est rien de spécial, une étoile de type G sur la séquence principale, également connue sous le nom de naine jaune. Mais les apparences ne racontent pas toute l'histoire. Les éruptions solaires et les explosions de particules de plasma et de radiation à partir de sa surface voyagent loin dans l'espace dans un processus que nous appelons le vent solaire, les tempêtes solaires. En revanche, sont des éruptions très violentes et une éjection de masse coronale est la plus dangereuse car elle a le potentiel de mettre notre société technologique à genoux. Aujourd'hui, nous allons apprendre à quel point une éjection de masse coronale pourrait être mauvaise et ce que les astronomes font pour surveiller notre étoile dans l'espoir de prédire quand un tel événement pourrait se produire. Revenons en arrière dans le temps jusqu'en 1859. Dans la Grande-Bretagne victorienne, il était acceptable pour un gentleman de s'intéresser à l'astronomie solaire. Et un homme qui l'a fait était Richard Christopher Carrington. Nous ne savons pas à quoi il ressemblait, car aucun portrait connu de lui n'existe. Mais Carrington a fait plusieurs observations importantes. Il a découvert que les différentes latitudes du Soleil tournent à des vitesses légèrement différentes, indiquant que le Soleil n'est pas un corps solide, mais un corps fluide. Il a également réalisé que les taches solaires pouvaient signaler le début d'une tempête solaire. Le jeudi 1er septembre 1809, il n'y avait pas de nuages dans le ciel du matin. Alors Carrington faisait sa routine habituelle d'observation des taches solaires.
utilisant son télescope pour projeter une image sur un écran. À 11h18, il a été témoin de 2 brillantes perles de lumière blanche aveuglante apparaître dans ce qu'il a décrit comme une sorte de conflagration. Plus étrange encore, elles ont disparu après 5 minutes sans explication. Ce que Carrington avait observé était une éjection de masse coronale, une énorme explosion magnétique, où un énorme nuage de particules chargées a été projeté hors de la surface du Soleil. 18 heures plus tard, la Terre a été frappée par une tempête électromagnétique, maintenant appelée l'événement Carrington. À l'époque, les gens s'émerveillaient des magnifiques aurores visibles dans le monde entier. Bien que quelques systèmes de télégraphe aient connu des surtensions et des dysfonctionnements, l'événement n'a pas eu d'impact significatif sur la vie quotidienne. Gardez à l'esprit que c'était 20 ans avant l'invention de l'ampoule. Cela appartient au passé. Mais les choses seraient très différentes si cela se produisait aujourd'hui. Les éjections de masse coronale sont courantes, mais elles varient en taille et en direction. La question est quelles sont les chances qu'un événement similaire à l'événement Carrington se reproduise aujourd'hui? Et quel impact cela aurait-il sur nous alors? Que se passe-t-il sur le Soleil? À la surface du Soleil, lorsque nous parlons du vent solaire et de la météo spatiale, nous traitons avec un fluide magnétique. Alors que ce fluide tourne, il tord et déforme le champ magnétique du Soleil. Un champ magnétique tordu stocke de l'énergie, ce qui peut mener à des éruptions connues sous le nom d'éjection de masse coronale. Ces explosions sont massives, envoyant 1 milliard de tonnes de matière et 1 million de miles par heure. C'est pourquoi il est important de suivre la direction de ces éruptions, car si elles se dirigent vers la Terre, elles pourraient perturber les technologies sur lesquelles nous comptons. Un événement célèbre a eu lieu au Québec en 1989, où les systèmes d'alimentation ont été perturbés pendant plusieurs heures en raison d'une tempête solaire. Nous avons également entendu parler de l'événement Carrington dans les années 1800. Mais que se passerait-il si cela se produisait aujourd'hui? Et comment cela nous affecterait-il? Pensez aux technologies que nous utilisons aujourd'hui, les satellites GPS qui nous aident à naviguer, les satellites de communication, les satellites météorologiques et même les systèmes financiers comme le marché boursier, qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Nous avons également de grands réseaux électriques et beaucoup plus de technologies sans fil, mais nous ne savons pas exactement comment elles réagiraient. Quelle est la probabilité qu'un événement similaire à l'événement Carrington se reproduise? Nous savons que le Soleil est toujours capable de provoquer de tels événements. En 2012, il y a eu un événement solaire qui, heureusement, ne s'est pas dirigé vers la Terre, mais il a survolé l'un des vaisseaux spatiaux que nous utilisons pour surveiller le vent solaire. Les éjections de masse coronale ont poussé tous les capteurs de ce vaisseau spatial à leurs limites. D'après ce que nous avons appris, cet événement était au moins aussi puissant que l'événement Carrington, sinon plus. C'était une pure chance qu'une éjection de masse coronale d'une telle ampleur ne se dirigeait pas vers la Terre. C'est essentiellement une question de chance. Parfois, nous sommes touchés. Parfois, nous ne le sommes pas. Comment allons-nous avec les prévisions solaires? Pouvons-nous prévoir ce que le Soleil fera dans une semaine, un mois ou un an une fois qu'une éjection de masse coronale est détectée? Nous pouvons commencer à faire des prévisions pour déterminer sa taille, sa vitesse et, surtout, où elle se dirige. Tout cela semble assez effrayant.
Et la météo spatiale est effectivement une véritable préoccupation. Le gouvernement britannique le reconnaît. En fait, le Registre national des risques considère la météo spatiale comme un risque au même titre qu'une pandémie de grippe, pour atténuer ces risques. Les ingénieurs de vaisseaux spatiaux travaillent donc à déterminer les conditions spatiales les plus extrêmes afin de pouvoir construire des satellites capables de les gérer. La NASA et l'Agence spatiale européenne se préparent à envoyer des satellites plus près du Soleil que jamais auparavant. En 2014, le Centre des opérations de météo spatiale du Met Office a ouvert, et c'est l'un des 3 seuls centres au monde capables de prévoir les effets du Soleil sur la Terre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à présent. Le Soleil n'a montré presque aucune tache solaire, et le côté faisant face à la Terre ne devrait pas produire de taches solaires significatives ou d'éjection de masse coronale. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'activité pour le moment, et les choses ne devraient pas changer radicalement dans un avenir proche. Pour l'instant, les vaisseaux spatiaux, les satellites et les systèmes d'alimentation devraient être en sécurité pour un avenir prévisible. Le problème est que le futur prévisible dans la prévision de la météo spatiale ne couvre que quelques jours. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur les éjections de masse coronale comme où elles se dirigent, leur taille ou quand elles pourraient se produire à l'avenir. Cependant, 2 nouvelles sondes solaires vont bientôt s'approcher du Soleil, plus que n'importe quel vaisseau spatial ne l'a jamais fait. La sonde solaire Parker est sur le point d'être envoyée dans l'espace, et sa destination l'amènera plus près de la surface du Soleil que n'importe quel autre vaisseau spatial ne l'a jamais été. Elle volera à travers la source des particules solaires les plus énergétiques. La sonde solaire Parker est une mission d'exploration conçue pour mesurer les gaz et les champs magnétiques près du Soleil, afin de comprendre pourquoi ce matériau se propage dans le reste du système solaire. L'Agence spatiale européenne a lancé le Solar Orbiter, une autre mission visant à découvrir comment les taches solaires, les éruptions et les éjections de masse coronale à la surface du Soleil sont liées au vent solaire. Le succès du Solar Orbiter sera crucial pour notre compréhension du fonctionnement du Soleil. Nous croyons que le champ magnétique du Soleil est généré de manière similaire à celui de la Terre, mais il est beaucoup plus dynamique et en constante évolution. Le Soleil a un cycle de taches solaires de 11 ans, pendant lequel ses champs magnétiques se déplacent vers les pôles et sa polarité s'inverse. De plus, le champ magnétique du Soleil s'étend dans le système solaire et s'écoule sur toutes les planètes. Le Solar Orbiter mesurera ces champs magnétiques pour la première fois et nous offrira également l'occasion de les observer alors qu'ils se déplacent vers les pôles du Soleil. Pour ce faire, le Solar Orbiter capturera des images de l'atmosphère du Soleil et mesurera le nombre, la vitesse et la température des particules se déplaçant dans l'espace entre le Soleil et la Terre. Un des instruments les plus significatifs et sensibles à bord est le magnétomètre, conçu pour mesurer les minuscules champs magnétiques dans l'espace portés par le vent solaire. Le Soleil est omniprésent dans nos vies, fournissant lumière, chaleur et même vie elle-même. Pour Richard Carrington, qui fut le premier à enregistrer une éjection de masse coronale. Cela ne représentait qu'un événement étrange. Mais nous savons maintenant que ces événements peuvent causer des dommages significatifs à notre monde moderne. Avec de nouveaux satellites et plus d'observations, nous pourrions être en mesure d'en apprendre davantage sur ces événements et de prédire quand la prochaine éjection de masse coronale se produira.
Vénus est presque identique en taille à la Terre, ce qui en fait l'un de nos voisins les plus similaires dans le système solaire, avec un rayon moyen d'environ 3760 miles. Elle fait environ 95% de la taille de la Terre. Sa masse est d'environ 81,5% de celle de la Terre. Cette similitude en masse et en taille signifie également que Vénus a une densité comparable à celle de la Terre, d'environ 5,24 grammes par centimètre cube, ce qui suggère une composition similaire de roches et de fer. Vénus et la Terre partagent une structure similaire, un noyau central en fer, entouré d'un manteau rocheux et d'une croûte mince. Le noyau de Vénus, bien qu'il ne soit pas aussi bien compris que celui de la Terre, est censé être partiellement liquide. Tout comme celui de la Terre, ce noyau en fer est estimé à environ 2000 miles de diamètre. Au-dessus du noyau se trouve le manteau de Vénus, composé de roches silicatées qui s'étendent jusqu'à environ 1550 miles du centre de la planète. Le manteau est recouvert d'une croûte mince, estimée entre 6 et 12 miles d'épaisseur. Une caractéristique unique de Vénus est sa rotation inhabituelle, qui la distingue des autres planètes de notre système solaire, contrairement à la plupart des planètes, qui tournent sur leurs axes dans la même direction qu'elles orbitent autour du Soleil. Vénus tourne dans la direction opposée. Ce phénomène n'est pas entièrement compris par les scientifiques, mais certains pensent qu'il pourrait être dû à une collision massive avec un corps céleste dans le passé, qui a altéré la dynamique de rotation de la planète. Vénus tourne extrêmement lentement, avec une journée sidérale prenant 2,43 jours terrestres. La rotation la plus lente de toutes les planètes du système solaire. Cette rotation lente contribue à l'absence d'un champ magnétique significatif sur la planète. Un autre aspect inhabituel de la rotation de Vénus est qu'un jour solaire est plus court que sa journée sidérale, en raison de sa rotation rétrograde et de son orbite autour du Soleil. Un jour solaire sur Vénus dure environ 175 jours terrestres. L'année de la planète, le temps qu'il lui faut pour orbiter autour du Soleil, est d'environ 225 jours terrestres, faisant de Vénus l'une des rares planètes où un jour est plus long qu'une année. La gravité de surface sur Vénus est d'environ 90% de celle de la Terre, ce qui signifie que si vous pouviez vous tenir sur Vénus, vous vous sentiriez légèrement plus léger que sur Terre. Cependant, la pression atmosphérique extrême et la température rendraient impossible la survie des humains sans protection. La surface de Vénus semble géologiquement jeune, avec relativement peu de cratères, indiquant un âge de surface compris entre 300 millions et 600 millions d'années. Les scientifiques pensent que Vénus subit un processus cyclique dans lequel la chaleur provenant de l'intérieur de la planète provoque un renouvellement global de la surface. Il existe de fortes preuves d'une activité volcanique répandue sur Vénus. Des milliers de volcans parsèment sa surface, allant de moins d'1 mile de diamètre à plus de 150 miles. Vénus possède beaucoup plus de volcans que toute autre planète de notre système solaire. Cependant, il n'existe aucune preuve définitive que ces volcans soient encore actifs, bien que des études récentes suggèrent que certains aient pu entrer en éruption au cours des quelques derniers millions d'années. Malgré une activité géologique apparente, Vénus ne connaît pas d'activité tectonique significative comme la Terre, bien que Vénus ait des chaînes de montagnes et des vallées de rift similaires à celles que l'on trouve dans des régions tectoniquement actives sur Terre. Elle ne possède pas les grandes plaques tectoniques distinctes observées
sur notre planète. Cela pourrait être dû à la rotation lente de la planète, qui limite l'effet de Coriolis nécessaire pour entraîner une activité tectonique à grande échelle. L'une des caractéristiques les plus distinctives et intrigantes de Vénus est son atmosphère. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, la plupart des 5% restants étant de l'azote. On trouve également des traces d'autres gaz, tels que le dioxyde de soufre, la vapeur d'air, le monoxyde de carbone, l'argon et l'hélium. Cette composition est très différente de celle de l'atmosphère azote-oxygène de la Terre, rendant l'air de Vénus toxique pour les humains et la plupart des formes de vie connues. L'atmosphère de Vénus est divisée en plusieurs couches, la troposphère, s'étendant de la surface jusqu'à environ 40 miles, la mésosphère, s'étendant du sommet de la troposphère jusqu'à environ 56 miles de hauteur, et la thermosphère, qui atteint jusqu'à 125 miles au-dessus de la surface de la planète. Au-dessus de cela se trouve une région de transition, appelée exosphère, qui fusionne avec le vide spatial. La forte concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Vénus crée un puissant effet de serre, piégeant la chaleur et rendant Vénus la planète la plus chaude du système solaire, même plus chaude que Mercure, qui est plus proche du Soleil. Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère absorbent l'énergie thermique émise par le Soleil, empêchant cette chaleur de s'échapper dans l'espace. Cela entraîne des températures de surface moyennes d'environ 467 degrés, suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb. Il y a très peu de variations de température entre le jour et la nuit, ou entre l'équateur et les pôles, en raison de l'efficacité de distribution de chaleur de l'atmosphère épaisse. Cela crée une température pratiquement constante, semblable à celle d'un four, sur la surface de la planète. La pression atmosphérique sur Vénus est énorme, environ 92 fois supérieure à celle de la Terre au niveau de la mer. Cela équivaut à la pression subie à 62 miles de profondeur dans les océans de la Terre. Un humain exposé à une telle pression sans protection serait écrasé. Cependant, plus haut dans l'atmosphère de Vénus, à environ 31 miles au-dessus de la surface, les conditions de pression et de température sont similaires à celles de la surface de la Terre. L'atmosphère de Vénus est perpétuellement voilée de nuages épais et opaques qui couvrent la planète entière. Ces nuages réfléchissent environ 75% de la lumière du Soleil qui atteint Vénus, ce qui explique pourquoi Vénus est si brillante et facilement visible depuis la Terre. Les vents dans l'atmosphère supérieure de Vénus sont incroyablement rapides, atteignant des vitesses allant jusqu'à 450 miles par heure, bien plus rapides que les vents des ouragans les plus puissants sur Terre. Ces vents créent un phénomène connu sous le nom de superrotation, où l'atmosphère tourne beaucoup plus vite que la surface de la planète, près de la surface. Cependant, les vents sont beaucoup plus lents, généralement inférieurs à quelques miles par heure. Vénus abrite la plus haute montagne du système solaire, les Maxwell Mountains, qui s'élèvent à 20 km au-dessus du niveau de surface moyen de Vénus. La surface de la planète est également marquée par de nombreux cratères d'impact, d'étendues de lave et des caractéristiques de surface uniques comme des coronas et des structures circulaires causées par le soulèvement de matériaux chauds provenant du manteau et des arachnoïdes. Des structures circulaires avec des motifs complexes de fractures. En raison de la rotation lente de Vénus et de son atmosphère dense, la planète ne connaît pas d'activité sismique significative comme la Terre. Cependant, des études récentes suggèrent que Vénus
pourrait encore être géologiquement active. Vénus a été un objectif d'intérêt depuis le début de l'exploration spatiale, les missions soviétiques Venera et Vega, la mission Pioneer Venus de la NASA et la mission Venus Express de l'Agence spatiale européenne ont toutes contribué de manière significative à notre compréhension de la planète. Le programme Venera a réalisé de nombreux premiers, y compris le premier dispositif fabriqué par l'homme à entrer dans l'atmosphère d'une autre planète et le premier atterrissage réussi sur une autre planète. Ces missions ont fourni des données précieuses sur l'atmosphère et la surface de Vénus. Plus récemment, l'orbiteur Magellan de la NASA a cartographié presque toute la surface de Vénus en utilisant des radars pour pénétrer l'épaisse couverture nuageuse, révélant des détails sur les caractéristiques de surface et la géologie de Vénus. Malgré les défis posés par les conditions difficiles de Vénus, les scientifiques sont désireux de continuer à explorer la planète. Les missions prévues, Veritas et Da Vinci Plus de la NASA, visent à étudier l'histoire géologique et les conditions atmosphériques de Vénus, fournissant des aperçus sur la possibilité que Vénus ait pu autrefois abriter de l'air liquide ou même la vie. Pendant ce temps, la mission Envision de l'Agence spatiale européenne se concentrera sur la compréhension des raisons pour lesquelles Vénus et la Terre ont emprunté des chemins évolutifs si différents. La mission Akatsuki du Japon étudie actuellement l'atmosphère et les modèles météorologiques de Vénus. Vénus, notre planète voisine, est un monde intrigant d'extrême. Son environnement difficile pose d'importants défis à l'exploration, mais sa similitude avec la Terre en termes de taille et de composition, ainsi que des indices d'une possible eau passée et d'une activité géologique, maintiennent notre curiosité vivante. Alors que nous nous préparons à de nouvelles missions vers Vénus, nous nous tenons au bord de découvertes majeures qui pourraient redéfinir notre compréhension du système solaire et de notre place dans celui-ci, en tant que réflexion sur le potentiel futur de notre propre planète. Vénus sert à la fois d'avertissement et d'opportunité pour la découverte scientifique. L'espace a toujours capté l'imagination collective de l'humanité. Parmi le panthéon des corps célestes qui nous ont fascinés, Jupiter se distingue comme la plus grande planète de notre système solaire, avec ses bandes vibrantes et son célèbre grand tache rouge, la rendant facilement reconnaissable. Cependant, il y a bien plus à Jupiter que sa taille et sa célèbre tempête. Et notre connaissance a considérablement progressé avec les avancées de la technologie spatiale et de l'exploration. Jupiter est une géante gazeuse, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Son diamètre est approximativement 11 fois celui de la Terre, et il est si grand que plus de 13 terres pourraient y tenir. Malgré sa taille, Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes, tournant sur son axe toutes les 9 heures. Le champ magnétique de Jupiter est le plus puissant de toutes les planètes du système solaire, créé par des courants électriques provoqués par sa rotation rapide et le mouvement d'hydrogène métallique dans son noyau externe. Les célèbres bandes de Jupiter sont en réalité des zones de haute pression, caractérisées par des nuages de couleur plus claire, tandis que ces régions plus sombres sont des zones de basse pression. Les couleurs vibrantes que nous voyons sont dues à différents types de nuages, les cristaux d'ammoniac créant les bandes blanches, tandis que d'autres produits chimiques produisent des teintes rouges, brunes et jaunies. La grande tache rouge est une région de haute pression persistante dans l'atmosphère, résultant d'une tempête qui dure depuis au moins 300 ans, à son point
le plus large. La grande tache rouge s'étend sur 3 fois le diamètre de la Terre. Bien qu'elle ait diminué ces dernières décennies, la tempête tourne dans le sens anti-horaire avec une période d'environ 6 jours. Et sa taille, sa vitesse et sa couleur peuvent changer. La longévité de la grande tache rouge est probablement due à la rotation rapide de Jupiter et à l'absence de surface solide, ce qui minimise la dissipation de l'énergie de la tempête par friction. Étudier la grande tache rouge aide les scientifiques à comprendre la dynamique atmosphérique de Jupiter, une géante gazeuse avec des conditions très différentes de celles de la Terre. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto sont connues sous le nom de lunes galiléennes, nommées d'après Galilée qui les a découvertes en an 10. Chacune de ces lunes est unique. Io est le corps le plus volcanique du système solaire. Europe a une croûte de glace et pourrait abriter un océan souterrain. Ganymède est la plus grande lune du système solaire et possède son propre champ magnétique. Et Callisto est cratérisée et pourrait également avoir un océan sous sa surface. À ma connaissance, à la date limite de mes connaissances, en septembre 2021, Jupiter avait 79 lunes connues, bien que d'autres lunes pu être découverte depuis. Jupiter possède également des anneaux, bien qu'ils soient beaucoup plus faibles et plus petits que ceux de Saturne. Ces anneaux ont été découverts pour la première fois par le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA en 1969 et sont principalement composés de particules de poussière provenant des impacts sur les petites lunes intérieures de Jupiter. Les missions d'exploration spatiale telles que Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2, Galileo et Juno ont fourni des aperçus inestimables sur la composition, le champ magnétique et les lunes de Jupiter. Juno, toujours active en 2021, a contribué de manière significative à notre compréhension de la structure interne de Jupiter, de son atmosphère et de sa magnétosphère. Jupiter demeure un point focal de curiosité pour les astronomes et les passionnés d'espace. Sa taille impressionnante, sa dynamique atmosphérique complexe, ses nombreuses lunes et son système d'anneaux faibles en font un objet d'étude fascinant, alors que nous continuons à explorer Jupiter à travers des observations télescopiques et des missions spatiales. Nous dévoilons les secrets qu'il renferme, enrichissant notre compréhension du cosmos. Pour l'instant, nous nous émerveillons devant la symphonie céleste que Jupiter dirige, un témoignage de la nature complexe, diversifiée et vaste de notre système solaire.